Chroniqueurs et chroniqueuses tout aussi intéressants et pertinents les uns que les autres. C'est le cas de Jean-Claude Bernheim, qui est notre expert en criminologie. Bonjour Jean-Claude, comment ça va ce matin? Ça va bien, comme d'habitude. Très heureux de t'avoir en studio pour essayer de décortiquer et vulgariser des choses qui peuvent avoir l'air un petit peu plus complexes dans l'actualité. Récemment, autant M. Mark Carney, premier ministre fédéral, que M. François Legault, premier ministre provincial, ont parlé de sécurité publique, puis ont lancé des choses comme de quoi il fallait resserrer certaines choses. Peut-être faire un petit rappel là, de ce qui a été dit. Oui, bien c'est ça. À l'occasion là, du redémarrage de l'Assemblée nationale, M. Legault a pris la parole pour dire que son ministre de la Sécurité publique allait intervenir pour que, et je le cite, « la justice soit sévère et que la répression soit au rendez-vous ». OK. Puis ensuite, un peu plus tard, 2 semaines plus tard, c'est au tour de Mark Carney de prendre la parole et là, lui aussi intervient au niveau du système et dit que là, il faut que les délinquants violents, les récidivistes, soient sous un contrôle plus serré. Et il met de l'avant 2 choses en particulier qui sont assez frappantes, je dirais. D'abord, il renverse la preuve, c'est-à-dire que ça va être au délinquant de démontrer qu'éventuellement, il peut avoir une remise en liberté, une caution avant le procès. Et ça, c'est différent parce qu'avant, c'était au système de prouver qu'il ne pouvait pas, c'est ça? Exactement. Okay. C'est que on est dans un système de droit dans lequel les gens sont présumés innocents. Ouais. Et quand la couronne, le gouvernement, l'État veut accuser quelqu'un, mais c'est à l'État de faire la preuve de ce qu'il avance et de ce qu'il demande. Mm-hmm. Et alors, pour les gens considérés comme récidivistes ou ayant commis des crimes violents, le fardeau de la preuve sera renversé, c'est-à-dire que ça va être à la personne de faire la preuve qu'elle peut être mise sous caution. Juste en aparté, environ 60% des gens dans les prisons du Québec sont en attente de procès. 60? 60%. Il y a plus de gens en attente de procès que de gens condamnés. Donc, avec cette nouvelle mesure, il y aura encore plus de gens probablement en attente de procès, ce qui, au bout du compte, n'a aucun effet préventif. Mais il n'y a pas juste la dimension, je dirais, philosophique et au niveau des principes, c'est qu'il veut aussi engager 1000 agents qui vont coûter environ 1,8 milliard sur 4 ans. Donc, il y a de l'argent disponible au niveau du gouvernement, puis ce qu'on peut constater dans les discours politiques, la question de la prévention fait rarement partie de leur discours et on sait qu'il y a quantité de façons de faire qui pourraient avoir des effets préventifs. On parle de nouveaux agents qui serviront à quoi? C'est des agents correctionnels? Des agents de transition? Non, de la GRC. Des agents de la GRC pour combattre la criminalité. Bon, il parle de combattre la criminalité, de fraude par Internet, entre autres. Oui, effectivement, il faut le faire, mais peut-être que on va rentrer dans un autre débat, qu'est-ce qu'il faut faire avec les agents qui existent aujourd'hui. Mais mon propos d'aujourd'hui, c'est de montrer que le discours va vers plus de répression, supposément pour plus de justice. Et je reviens sur ma fameuse conception du droit pénal versus le droit civil et le fait que le code criminel s'applique à certaines personnes et pas à d'autres. Alors, ce discours politique récent m'a amené à regarder comment les autres professionnels au Québec gèrent le comportement de leurs membres. Et j'ai regardé juste des dossiers qui sont des décisions qui ont été rendues en 2025. Alors, pour l'Ordre des dentistes, par exemple, il y a un dentiste qui est professeur à l'Université McGill, entre autres, et aussi dentiste, qui, lui, a... lors d'un rendez-vous médical, poser des gestes à caractère sexuel sur sa patiente. Donc, il a été géré par le comité de discipline de l'Ordre des dentistes et il a été d'abord, dans un premier temps, radié pour 2 ans. Le tribunal des professions a remonté la sentence à 5 ans de radiation. Donc, le monsieur, Narek Appelian, lui a demandé, après avoir purgé ses 5 années de radiation, de réintégrer l'ordre professionnel, ce qui lui a été accordé avec certaines restrictions. C'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler sur des patientes en présence d'une autre personne
Et éventuellement, il pourra travailler seulement qu'au niveau de la tête. Il ne pourra pas travailler à d'autres parties du corps. Tout ça pour montrer que ce professeur d'université en médecine dentaire, n'a pas été poursuivi par le criminel. C'est ça. Peut réintégrer son ordre et puis continuer de travailler malgré l'accusation et la condamnation qu'il a subie. Mais si cette personne-là ne travaillait pas dans un secteur où il y a un ordre professionnel, il serait passé dans le système de justice directement. C'est ça. Et là, les ordres professionnels sont une espèce de... contournement. C'est ça, effectivement, qui est beaucoup moins punitif parce que, tu sais, être radié, je veux dire, que je comprends, là, on arrête de... Mais c'est pas comme passer dans le système de justice, aller en prison, et etc., là, on s'entend. C'est tout à fait différent. Mm-hmm. Là, un autre cas, ça, il faut que je vérifie, lui, c'est un médecin. Ah oui, c'est ça, un médecin. Là, un médecin encore, qui a été accusé de... comment dire... de gestes à caractère sexuel entre janvier 2016 et mai 2017. Lui, il a été radié 2 fois 14 mois à purger et puis une peine d'amende de 2 000 $. Pour un médecin. Pour un médecin. Un autre cas aussi, un autre médecin qui, lui aussi, a posé des gestes à caractère sexuel, qui a eu des relations sexuelles avec une patiente. Lui, il est radié pour 7 ans puis 6 000 $ d'amende. Donc, on a quand même des cas patents de médecins qui abusent de leur situation de pouvoir, qui sont éventuellement radiés, oui, mais ils n'ont aucun casier judiciaire. Ça ne les empêchera pas de continuer à travailler, peut-être pas comme médecin pendant un certain temps, mais éventuellement de revenir à la pratique, contrairement à un citoyen qui, lui, va se retrouver probablement incarcéré, puis certainement avec un casier judiciaire. Mais il y a d'autres cas aussi qui sont particulièrement intéressants. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital Victoria à Montréal, mais les anesthésistes ont subi un certain nombre de réprimandes de la part du Collège des médecins pour des gens qui ne travaillent pas selon les méthodes scientifiques. Alors, quand on pense que des anesthésistes ont la vie entre les mains de citoyens qui se font opérer, qui ne respectent pas les protocoles, on peut s'estimer, disons, en danger. Ma fille a été opérée à cœur ouvert 3 fois et les anesthésistes sont nos anges gardiens. Là. C'est incroyable l'importance du travail que ces gens-là ont. Là. Alors, ici, il y a 3 cas où les anesthésistes ne suivent pas les normes scientifiques. Donc, éventuellement, peuvent mettre la vie en danger des patients. Alors, un premier, il a été radié 2 fois 2 mois, 2 fois 3 mois. Donc, il y avait 4 accusations contre lui, mais c'est concurrent. Donc, au bout du compte, c'est juste 3 mois de radiation, plus les frais encourus par les dépenses du comité de discipline. Un autre, lui, a été radié 5 semaines pour ne pas avoir surveillé convenablement les patients. Et puis, le troisième, lui, a été radié 3 mois, plus les frais. Les frais, on s'entend, là, les médecins ne gagnent pas le salaire minimum. Là. Bien, c'est ça qui est possiblement étonnant, c'est que quand on regarde d'autres personnes qui ont été aussi mis en cause par des ordres professionnels, on voit que les montants des amendes sont totalement différentes. On voit que les médecins, ils assument les frais, qui sont quelques centaines ou peut-être quelques milliers de dollars. Mais si on prend l'ordre des pharmaciens, par exemple, il y a un pharmacien qui a donné accès à son système à une personne qui travaille avec lui, puis cette personne a inscrit dans les dossiers que d'autres personnes avaient été vaccinées de la COVID alors que ce n'était pas vrai. Alors, le pharmacien, lui, a été condamné à 15 000 $ d'amende. 15? Mais quand on regarde les médecins qui gagnent pas mal plus, ben, je présume que les pharmaciens en général, en tout cas, on sait que le salaire moyen est assez élevé, là, on parle de centaines de milliers de dollars, il n'y a quasiment pas d'amende. C'est la disproportion, on voit d'abord la variabilité entre les différents ordres professionnels, les sanctions qui sont imposées
et le détournement du code criminel. Puis ensuite, entre les ordres eux-mêmes, on voit que la façon de gérer les décisions n'est pas la même. Alors, au niveau des médecins, il n'y a pas d'amende vraiment conséquente en rapport avec leurs revenus. Ben oui, c'est ça. Et normalement, si on veut avoir un effet préventif, comme c'est ce qu'ils prétendent vouloir, c'est avoir un effet préventif, il me semble que si un médecin n'est pas capable de respecter les protocoles qui sont établis sur une base scientifique pour assurer la sécurité des patients et qu'on ne les condamne pas de manière vraiment, je dirais, significative, bien, quelque part, c'est qu'on laisse passer le message qu'il y a deux justices. Mm-hmm. Je veux dire, la justice des gens sans pouvoir qui se retrouvent en prison, comme je l'ai dit, les médecins sont rarement en prison, les pharmaciens aussi, les forestiers, par exemple, un ingénieur forestier qui a menti devant le tribunal a aussi encore là une peine relativement anodine, alors que quelqu'un qui commet un parjure devant le tribunal est poursuivi, a un casier judiciaire et éventuellement de la prison. Les proportions sont pas bonnes. Je fais un comparatif boiteux avec les hockeyeurs de la Ligue nationale de hockey ils posent un geste super dangereux puis ils vont dire, regarde, 2000 $ d'amende. Le gars fait 12 millions par année. Tu peux pas... Pendant ce temps-là, il y a des personnes en situation d'itinérance qui ont 0 revenu, à qui on donne des contraventions d'au-dessus de 100 $. Les proportions ont aucun rapport, là. Oui, puis ce sur quoi je veux revenir, c'est le discours politique qui met l'accent sur une catégorie de personnes en particulier au détriment de la justice générale pour tous les citoyens. Parce que la plupart des gens qui vont en prison, c'est pour des faits relativement anodins. Là. Je l'ai déjà dit, si je ne me trompe pas à ma dernière critique, les peines de prison, 50 à 60 % des gens, c'est des peines de moins d'un mois. Moins d'un mois de prison. Il y a seulement quelques pourcentages de personnes condamnées à l'emprisonnement qui ont des peines de 2 ans et plus, c'est-à-dire 3, 4, 5 % des gens condamnés ont des peines de 2 ans et plus. Alors, on voit que le système n'aborde pas la réalité, le politique n'aborde pas la réalité des faits au niveau de la sécurité générale des gens. Un anesthésiste qui ne fait pas bien son travail met la vie en danger des personnes, des patients. Alors, toute cette notion de sécurité, cette notion de justice doit être réévaluée. On doit en discuter. Il doit y avoir un débat public sur la façon dont on va s'assurer que la sécurité des gens va être le mieux assurée et que ceux qui vont contrevenir seront gérés de la manière la plus efficace socialement. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les autres professionnels, en dépit des abus, là, parce que je cite un certain nombre d'abus, mais je veux dire, par rapport aux médecins, bien, il y a, je ne sais pas, 30 ou 40 000 médecins au Québec. Il y en a une petite proportion qui abusent de leur pouvoir. Bien, c'est un peu pareil dans la société. Il y a d'autres personnes qui abusent de leur pouvoir. Mais ces abuseurs, selon leur pouvoir, vont être gérés différemment et c'est ça qu'il faut remettre en question. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement mettre ces médecins-là en prison, puisqu'on peut voir que la façon dont fonctionnent les ordres professionnels limite les abus de la part de ces professionnels, bien, il y aurait peut-être moyen de voir à ce que les abus commis par d'autres personnes soient aussi limités par des mesures qui vont être correspondantes à la situation de ces gens-là. Ouais. C'est très, très intéressant comme réflexion. Et puis, on peut comprendre que dans le discours politique, c'est plus sexy et vendeur de dire il faut réprimander, il faut mettre plus de ci. C'est plus rentable électoralement. Ça. On comprend. Mais il faut bien comprendre qu'encore là, c'est l'explication autour du discours qui est absente. Et c'est très intéressant. Merci de nous avoir porté cette réflexion-là ce matin, Jean-Claude Bernheim, qui est notre expert en criminologie. Toujours un immense plaisir, toujours tellement pertinent. Passez une excellente journée. À bientôt.